Salut à tous, aujourd'hui on va parler de ce petit moniteur que j'ai ici. Tu l'as probablement tout de suite reconnu parce qu'il est vraiment super répandu, super connu sur le marché des moniteurs enregistreurs. C'est tout simplement la série Ninja 5 de chez Atomos. Alors ce n'est pas la première génération ni même la dernière, puisque Atomos, on va le voir, ils ont sorti pas mal de produits ces derniers temps. C'est le Ninja 5 Plus qui est sorti il y a 2 ans. Alors l'avantage de chez Atomos, c'est que ils sortent leurs produits généralement très en avance sur le marché, ce qui fait que ce Ninja 5 Plus, même s'il est sorti il y a 2 ans, il est vraiment très d'actualité. Et surtout, ils font quand même pas mal de mises à jour. Pour ceux qui ont suivi, je possédais juste avant un Blackmagic Video Assist 12G. C'était vraiment un super moniteur avec beaucoup de fonctionnalités, des choses vraiment très intéressantes. Et j'ai changé, je l'ai revendu un petit peu à contre-cœur parce que il y avait certaines fonctionnalités sur le Ninja qui m'ont beaucoup attiré. J'avais envie de comparer. Et c'est surtout qu'en fait, je l'ai eu à un prix vraiment très agressif, ce qui fait que j'ai même fait du bénéfice en revendant mon Blackmagic. Bref, la série Ninja 5, comme les Blackmagic Video Assist, ce sont des moniteurs de type enregistreur, c'est-à-dire que tu vas pouvoir monitorer ton flux vidéo, avoir beaucoup d'assistance et surtout enregistrer ta vidéo sur des SSD. Pourquoi enregistrer en externe? Tout simplement parce que ça va te permettre d'accéder à des codecs qui sont beaucoup plus volumineux, notamment le RAW, le ProRes, à des cadences d'image beaucoup plus élevées. Par exemple, il me semble qu'avec le Ninja 5, on verra après tous les specs, on peut faire de la 4K 120 en RAW. L'avantage de Atomos, c'est que ils font des produits qui sont vraiment faits pour durer dans le temps. Ça, c'est vraiment une optique que j'aime beaucoup. C'est comme DJI, ils font beaucoup de mises à jour, ils font beaucoup de modules qui permettent un petit peu de custom le produit, d'avoir de nouvelles fonctionnalités. Certes, on n'a pas de connectique SDI directement sur le produit, contrairement au Blackmagic Video Assist, mais on a le module Atomix qui permet d'avoir les sorties in et out SDI. On a également des modules pour pouvoir faire du streaming depuis le moniteur, pour pouvoir faire un petit peu du mixage et tout ça. On a l'Atomos Connect pour pouvoir envoyer le flux vidéo sur Adobe Premiere, donc ça va permettre d'envoyer les fichiers proxy à notre monteur par exemple. Et ça, c'est vraiment un gros plus, on a tout un écosystème. Le Ninja 5 Plus, il coûte un peu moins de 700 € et les nouveaux Ninja, il y en a deux. Tu as le Ninja premier du nom à 650 € sur Thomann et le Ninja Ultra à 950 €. En plus de ce tarif là pour le moniteur, il faudra compter aux alentours des 90 à 120 € en fonction du stockage SSD que tu vas choisir. Moi, j'ai pris un SSD de 1 Tera, tu vois, avec une petite lunchbox, on va en parler juste après. J'en ai eu pour 86 €. Après, pour les câbles HDMI, ça c'est quelque chose à ne pas négliger. Alors pour le ProRes, il y aura beaucoup moins de problèmes. Mais si tu veux faire du RAW, là pour le coup, j'ai essayé pas mal de câbles HDMI. Il y en a que certains qui sont compatibles. Alors voilà à quoi il ressemble ce petit Ninja 5. Alors ce qu'il y a sur le côté juste là, c'est une clampe HDMI, c'est pas d'origine, mais c'est prévu pour, hein. On a deux petits trous. Et puis ça permet de mettre cette petite clampe là pour protéger les connectiques sur un produit à plus de 500, 700 €. C'est quand même pas négligeable hein, pour 10 € sur AliExpress. Bon, alors le moniteur, il est entièrement en aluminium, finition gris comme ça. Je trouve ça vraiment très joli. À l'arrière, c'est tout en plastique par contre, mais c'est du bon plastique, hein. C'est pas un truc de merde qui va casser en 2 secondes. On retrouve toutes les entrées et sorties de ventilation. Justement, la ventilation, on l'entend hein, quand même pour ceux qui ont déjà eu un enregistreur, hein, ça s'entend, mais c'est pas non plus très dérangeant du moment qu'on met pas son micro juste à côté. On retrouve le slot SSD. Alors ici, on va pouvoir mettre des SSD SATA, pas des SSD USB-C comme on retrouvait sur le Video Assist. D'origine, ils te fournissent ça, c'est une petite SSD box. Le problème, c'est que en fait, ça vient se plugger comme ça sur l'arrière du Ninja et comme tu peux voir, eh bien, ça dépasse. Et ça, c'est quand même très relou. Puis surtout, c'est tout en plastique, ça fait pas très pro. Donc, faut quand même acheter quelque chose de quand même plus robuste. C'est pour ça que la marque Andiciné a créé des petits lunchbox comme ça. Tu vois, c'est hyper stylé, c'est tout en aluminium, c'est hyper compact. Enfin voilà, ça fait vraiment super pro. On dirait des Red Mini Mag, sauf que ça coûte pas du tout le même prix. Et comme tu peux le voir, hop, ça se met hop sur l'arrière du Ninja. Et puis en plus, ça prend moins de place. Ça permet de dégager l'entrée d'air, comme ça permet un meilleur refroidissement. Donc en fait, tu vas venir acheter la petite lunchbox. Donc c'est tout simplement le bloc d'aluminium avec de la pâte thermique. Et à côté, tu vas acheter un SSD. Sauf qu'il ne faut pas acheter n'importe quel SSD, puisque c'est conçu pour certains SSD en particulier. Tu viens démonter le SSD pour pouvoir récupérer seulement l'électronique à l'intérieur. Et en fait, à l'intérieur, c'est tout petit, ce qui fait que ça te permet de le mettre dans cette petite lunchbox. Et puis voilà, tu as ton SSD ici 1 Tera pour 86 €. On va avoir une prise micro, une prise casque, une prise remote pour pouvoir synchroniser le timecode par exemple. Et de l'autre côté, un HDMI in et out. Pour l'alimentation sur secteur, une plus simple, ils nous fournissent la petite base avec le transfo.
pour pouvoir mettre ça sur le slot NPF. À l'arrière, on va retrouver juste ici la petite LED Tally qui va s'illuminer en rouge lorsque l'on va enregistrer. Ça, c'est pratique pour les personnes devant la caméra, en plus de l'encadré rouge tout autour de l'écran. Justement, l'écran, on est sur un écran de 1000 nits, donc c'est quand même beaucoup moins lumineux que le Blackmagic Video Assist qui était à plus de 2000. Mais bon, ça reste très bien, et puis par temps ensoleillé, il n'y a aucun problème. On est sur un écran apparemment 5 pouces, il me semblait que c'était du 5,5, mais enfin bon, on n'est pas à ça près. C'est un écran HDR avec une belle profondeur des couleurs, en tout cas, il n'y a aucun problème pour pouvoir monitorer très précisément son flux vidéo. Le tactile, j'étais très étonné, mais il marche vraiment super bien. Puis les menus, ils ont quand même bien évolué, c'est vrai qu'avec les mises à jour, c'est quand même maintenant très complet, c'est bourré de fonctionnalités, tu peux faire du time-lapse, tu peux faire du pré-enregistrement, à voir ça juste après. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Tu vas pouvoir faire de la 8K 30, de la 4K 120 ou encore de la 4K 60, de la HD 120 en RAW. Enfin voilà, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Pour t'orienter sur tes choix, il faut savoir que le Ninja nouvelle génération, pas le Ninja Ultra, mais vraiment le Ninja tout court, il est un peu moins bien en termes de possibilités d'enregistrement que le Ninja 5 Plus, puisqu'il ne pourra pas monter au-dessus de la 6K. Alors je dis ça comme si c'était relou, mais en réalité c'est largement suffisant. C'est juste que d'un point de vue sur le futur et pour les professionnels d'entre vous, voilà, il faut savoir que celui-là sera meilleur en termes de possibilités d'enregistrement. Si tu veux vraiment décupler tes possibilités d'enregistrement, notamment dans le futur, là pour le coup il te faudra le Ninja Ultra, donc la nouvelle génération, le plus haut de gamme de chez Atomos. Et là pour le coup il me semble que ça débloque jusqu'à la 8K 60 en RAW, peut-être même plus, je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment hors norme. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les nouveaux Atomos, ils vont avoir le nouvel OS de chez Atomos, ce qui fait que ça va te permettre d'accéder à des nouvelles fonctionnalités, mais franchement il n'y a rien de fou non plus. Il y a certaines choses qui sont intéressantes, je te mets tout dans la description, mais rien de plus. Donc ce qui fait qu'en termes de positionnement, tu vas avoir le Ninja, donc la nouvelle génération, le Ninja 5 Plus et puis ensuite le Ninja Ultra. On va maintenant voir l'interface et les menus en détail, et pour ceux que ça n'intéresse pas, on se retrouve directement juste après pour mon conseil d'achat, quel moniteur il faut acheter. On va commencer par les commandes, donc tu vois c'est comme ça l'interface classique. Alors déjà on peut voir qu'on va avoir le petit bouton rouge qui est juste là, donc quand je clique dessus, eh bien ça va directement lancer l'enregistrement. Alors là on peut voir que le timecode défile tout simplement parce que le Ninja est branché à MyFX3 qui est en train d'enregistrer, donc comme le timecode défile sur la caméra, eh bien ça défile juste ici. Justement quand tu cliques sur le timecode juste là, eh bien, tu arrives directement dans les réglages timecode, donc à partir de là tu peux régler la source du timecode, est-ce que c'est par l'HDMI ou par le remote par exemple. Ensuite, juste à côté du bouton Rec, tu vas avoir le bouton Play, donc ça va te permettre d'accéder à la galerie. Donc le moniteur va redémarrer très rapidement et hop, on arrive dans la galerie. Dans la galerie, tu vas pouvoir te servir du curseur juste là pour te balader directement sur le clip, des commandes qui sont juste là pour utiliser la loupe par exemple, la loupe pour lire en boucle ou pour passer de clip en clip, tu vois, juste là. Si jamais tu as besoin de te balader dans la galerie, eh bien c'est juste là, tu vois, tu as le bouton dossier qui est juste là et là tu vas pouvoir accéder directement à tous les médias qu'il y a sur le disque, tu vois, donc il y en a quand même pas mal, tu peux en faire des sélections pour pouvoir exporter le XML. Ici tu vas avoir un petit pourcentage, tu vois, juste là ça te permet de gérer la vitesse de lecture du clip, donc là on est en lecture 100%, tu peux également lire en moins 100% pour lire en arrière, donc ça c'est pratique, tu peux lire au ralenti aussi. Quand tu te retrouves dans la galerie, tu as également ce petit bouton bleu qui est juste là, ce qui va te permettre d'accéder à plusieurs commandes. Ces commandes là, elles sont utiles uniquement si tu montes sur Final Cut, parce que en gros, comme le Blackmagic Video Assist, ça va te permettre de mettre des commandes pour pouvoir filtrer ensuite lorsque tu seras sur ton logiciel de montage. Par exemple, tu as fait une bonne prise, et eh bien tu peux appuyer sur le bouton vert qui est juste là. Et comme ça, sur ton logiciel de montage, tu pourras filtrer par bonne prise. Tu peux exporter le XML. Ce XML là, justement, il va te permettre de retrouver toutes ces informations dans Final Cut. Donc on va quitter ce menu. Pour ça, je appuie sur le bouton Rec qui est juste là. Et puis on va retrouver l'interface de tout à l'heure. Voilà, sur cette même interface de commande, on va retrouver les waveforms, le vumètre, directement des petits réglages d'enregistrement. Donc là on peut voir que j'enregistre directement sur le SSD et que je peux enregistrer pendant 4 heures ici en ProRes. En cliquant sur le petit bouton jaune qui est juste là, on va faire apparaître toutes les commandes et toutes les assistances. On va retrouver dans un premier temps la loupe, donc ici zoom x2, tu te balades dans l'image comme tu veux. Ici on va avoir les scopes normalement, voilà, donc on a notre petite waveform, le vector scope, voilà, donc avec toute notre petite case ici à 75 et 100%. On a le picking, les zébras, les false color, ici on peut afficher des petites
letterbox pour avoir notre ratio. Donc tout ça, on va pouvoir aussi régler dans les réglages qu'on va voir juste à côté. Des grilles, des zones de sécurité, ici le desqueeze si tu utilises de l'anamorphique, et puis l'affichage uniquement en RVB. Ça, c'est une grab style, ça va te permettre de faire une capture d'écran de l'affichage pour pouvoir ensuite faire un comparatif. Je te montre un exemple de comment ça marche, tu vas comprendre pourquoi je fais ça juste après. Je vais mettre ma main juste là, je vais faire une capture, ok. Ensuite, je vais aller dans les réglages juste là. Je vais aller tout au fond dans Onion Skin et puis je vais sélectionner dans mon SSD Frame Grab. Et puis ensuite, la dernière capture que j'ai faite, c'est celle-là. Et voilà, ça a affiché par transparence la capture que j'ai faite tout à l'heure. Et ça va me permettre, par exemple, dans le cadre d'une transition, donc là je bouge, imaginons je sors du cadre et puis je me change par exemple pour revenir dans une autre tenue. Ça va me permettre de me positionner exactement au même endroit, voilà, et donc que ma transition soit parfaite. Je peux régler mon focus picking, donc est-ce que je veux qu'il soit plus ou moins impactant, et puis également la couleur, les zébras, donc je peux mettre directement un seuil. Les luttes, je peux importer des luttes, donc c'est très simple, tu mets tes luttes sur ton SSD et puis après hop, tu peux en importer jusqu'à 8. Tu peux également mettre 2 luttes juste à côté pour pouvoir faire des comparaisons, ça c'est possible. Tu as les réglages du moniteur, donc est-ce que tu veux que le moniteur affiche le signal natif ou tu veux qu'il convertisse en Rec 709, HLG, PQ ou la lutte justement. Donc là tu sélectionnes ta lutte et puis tu l'affiches. Tu peux activer ou non la LED Tally qui est à l'arrière. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce menu là juste en bas. Ensuite on passe au menu du haut qui est juste là. Donc on va cliquer sur In et ça nous emmène directement sur le Input. Alors juste avant par contre on a Source. Donc Source c'est si tu utilises un module Atomix. Donc tu peux dire ok, ma source c'est le SDI de l'Atomix à l'arrière. Tu as également le cast, donc c'est tout simplement la petite station, ce qui va te permettre de faire du streaming. Bref, on se met dans Input. Ici, tu peux du coup gérer SDI ou HDMI. Tu as toutes tes informations qui sont en train d'arriver. Donc on peut voir que là, ici, je suis sur un HDMI 2.0, que je reçois de la HD 50. Je vais avoir toutes les informations de ma caméra. Donc on peut voir qu'on est sur une Sony FX3, que c'est ma caméra qui prend le contrôle et que j'ai le timecode qui arrive et j'ai le trigger aussi. Donc ça veut dire que quand je déclenche sur ma caméra, ça déclenche aussi sur le moniteur. Je vais avoir aussi caméra output. En fait, ça me permet directement, comme il détecte ma caméra, il détecte aussi quel profil j'utilise. Après, je peux bien sûr changer. Donc est-ce que je suis sur du HLG, du S-Log2, mais là on est sur du S-Log3 en S-Gamut 3 Ciné. Hop, S-Gamut 3 Ciné. Et puis ensuite, voilà, ça me permet de prévisualiser un peu le signal. Je vais avoir également tous les réglages output, donc ça c'est pour la sortie. Record, donc là c'est le SSD, donc on peut voir qu'il me reste 4 heures d'enregistrement si j'enregistre en HD 50 ProRes HQ. Donc là on peut voir que je peux enregistrer en ProRes RAW, en DNX HD, en H265, ProRes HQ, LT, 422. Donc là on va se mettre en HQ. Le pré-roll qui est juste là, ça me permet d'enregistrer avant que je vais enregistrer sur le moniteur. Donc imaginons que j'attends qu'une action se passe, et bien ça va me permettre d'enregistrer l'action qui se passe avant que j'appuie sur le bouton enregistrement. Donc ça c'est vraiment une super fonctionnalité. C'est dispo sur certaines caméras, mais comme chez Sony ça va mettre je sais pas combien d'années à arriver comme d'habitude, et bien c'est super de l'avoir sur le moniteur. File, donc là ça va me permettre de gérer tous mes noms de fichiers. Puis je peux choisir le format, donc comment ça va s'afficher en termes de format de fichier. Donc ici on est en scène, shot et take. Donc voilà, tu gères un peu comme si c'était ton clap quoi. Ici on a tout ce qui est audio, donc là tu peux gérer notamment l'entrée audio que tu as sur le moniteur. Mic, justement, ça c'est pour régler vraiment le gain de l'entrée micro qui est juste là. Tu peux calibrer aussi les levels. Média, donc là on peut voir que mon SSD c'est un Samsung 870 Evo, tu vois il détecte tout, capacité 1 Tera, je peux le formater. Voilà pour les menus et l'interface. Maintenant on passe à mon guide d'achat, on va voir quel moniteur est destiné pour toi en fonction de la caméra que tu utilises. Déjà si tu souhaites acquérir un enregistreur pour faire du RAW, se pose la question forcément de quelle caméra j'utilise et de quel logiciel de montage j'utilise, puisque le RAW c'est vraiment toute une post-prod. Première chose à vérifier, c'est est-ce que ma caméra peut sortir du RAW. Ça paraît con, mais j'ai déjà reçu des commentaires qui ne savaient pas tout simplement qu'il fallait que sa caméra puisse sortir du RAW. Donc voilà, je préfère le préciser. Les Lumix S5, ça peut sortir du RAW. Les FX3, FX30, ça sort du RAW. Un A7 IV, ça en sort pas. Et ensuite, est-ce que le RAW est compatible avec le codec dans lequel je vais enregistrer, puisque on a deux RAW qui se battent en duel. On a le ProRes RAW et on a le Blackmagic RAW. Il faut savoir que sur les caméras Sony, on peut enregistrer uniquement en ProRes RAW et pas
en Blackmagic Raw. Me pose pas la question, c'est comme ça. Alors que sur un Lumix S5 II par exemple, eh bien je peux enregistrer à la fois en Blackmagic Raw et également en ProRes RAW. Donc si j'ai besoin d'enregistrer en RAW, en fonction de la caméra que j'utilise, si elle sort du RAW, eh bien je vais devoir choisir un moniteur en fonction de mon logiciel de montage. Si tu es chez Sony, que tu veux faire du RAW, il n'y a pas du tout le choix, tu es complètement bridé. Tu prends un Atomos et même en fonction du logiciel du montage que tu vas utiliser, eh bien tu vas voir, il y aura des dépenses en plus. En revanche, si tu as un Lumix par exemple, eh bien se pose la question, est-ce que j'achète un Blackmagic Video Assist pour faire du Blackmagic RAW ou un Ninja pour faire du ProRes RAW. Et une fois que tu as ton ProRes RAW, si tu montes sur Final Cut ou sur Premiere Pro, il n'y aura aucun problème, ça va s'importer directement. En revanche, si tu montes sur DaVinci Resolve, il faut savoir que le ProRes RAW n'est pas compatible avec DaVinci Resolve. Et donc encore une fois, il va falloir passer à la caisse puisque il faut acheter un logiciel qui va convertir ton ProRes RAW en fichier DNG, ce qui va te permettre ensuite de le transférer dans DaVinci Resolve. Et ce logiciel-là, il coûte environ 70 €, donc c'est quand même une dépense à noter en plus. Maintenant, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans les moniteurs, mais en fonction de ce que tu veux faire, de ce que tu veux enregistrer, et ben forcément, il va falloir choisir son moniteur en fonction, puisque sur les Blackmagic Video Assist, il me semble que tu peux pas monter au-dessus de la 4K, alors que forcément, si tu as besoin de faire de la 8K, de la 6K par exemple, et bien forcément, il va falloir partir sur un Ninja. Et pas n'importe quel Ninja, puisque voilà, en fonction de ce que tu veux faire, eh bien, il va falloir choisir le Ninja qui sera adapté, puisqu'il ne traite pas forcément la même quantité d'informations. Et bien voilà, c'était très complet. Je te mets bien sûr tous les liens en description, les vidéos aussi qui te seront utiles si tu as besoin d'aide sur le Blackmagic Video Assist. Et puis sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. N'hésite pas à partager cette vidéo, à me suivre sur Instagram, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!